Bonjour Monsieur Asselineau. Ces derniers temps, on a beaucoup parlé de la réforme de l'orthographe. Qu'en pensez-vous? Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 8 février 2016. Cette réforme de l'orthographe, effectivement, elle a beaucoup attiré et attisé les passions. C'est assez habituel en France, lorsque l'on touche à la langue, ça attise toujours les passions. Je crois d'ailleurs que c'est une des raisons pour lesquelles cette affaire a été lancée. Parce qu'en fait, la réforme en question est un peu une vieille lune, puisqu'elle avait été décidée par l'Académie française en 1990. Si on en parle en 2016, c'est-à-dire 26 ans après, c'est quand même un peu saugrenu. Il paraît que c'est parce qu'il va y avoir un ouvrage scolaire qui met en œuvre toutes les indications fixées par l'Académie française. Moi, j'ai un peu l'impression que ce sont des journalistes ou des journaux qui ont voulu faire un marronnier, comme on dit, qui ont voulu faire quelque chose qui intéresserait la population. Et puis ça permet, en plus de ça, pendant qu'on parle de ça, on ne parle pas du reste. On ne parle pas notamment de choses très graves qui se passent actuellement. Enfin, il se passe d'ailleurs des choses très graves constamment. Mais en particulier, je pense à l'état d'urgence, dont la prolongation ad infinitum est un scandale. Scandale qui a été d'ailleurs pointé par l'Amnesty International ou également par Jacques Toubon, le défenseur des droits. Donc pendant que l'on parle de l'orthographe, d'une réforme qui a été décidée il y a 26 ans, eh bien, l'opinion publique ne s'intéresse pas à ça, ou ne s'intéresse pas, on y reviendra plus tard peut-être dans cet entretien, à ce qui se passe en Europe et en particulier à ce qui s'est passé en Autriche. Alors cette réforme, qu'est-ce qu'il faut en penser? L'Académie française a été créée donc par Richelieu, c'est donc au XVIIe siècle. Elle a vocation à fixer le bon usage, à rédiger le dictionnaire et à proposer soit des réformes orthographiques, soit la création de mots nouveaux. Elle est dans son rôle lorsqu'elle propose notamment des mots pour franciser des expressions d'origine étrangère. L'expérience montre que parfois ça marche bien et que parfois ça marche mal. Voilà. Il y a des mots qui ont été inventés de toutes pièces et qui marchent bien. C'est le cas par exemple du mot ordinateur qui a été inventé par l'Académie française pour remplacer le mot anglo-saxon computer. Eh bien en France, tout le monde parle d'ordinateur. Et je n'entends pas de Français parler de computer. Alors qu'il y a des pays, notamment dans le bassin méditerranéen, où on utilise le mot de computer à la sauce locale. Et puis dans d'autres cas, les inventions marchent moins bien. Par exemple, le marketing remplacé par le marchéage ou par la mercatique, ça a beaucoup moins bien marché. Là, il s'agissait d'une réforme de l'orthographe. Qu'est-ce qu'il faut en penser? Moi, je suis perplexe. Je pense que dans certains cas, ça peut se justifier qu'on réforme l'orthographe. Si, par exemple, il y a des tournures de style qui ont complètement disparu ou qui sont devenues vraiment très désuètes, ou bien si l'évolution étant ce qu'elle est, il y a des lettres qui tombent ou des formules qui apparaissent. Ça me paraît assez normal. C'est la preuve qu'une langue est vivante. Là, en revanche, où c'est très contestable, c'est lorsque ces réformes orthographiques se matinent d'idéologie. Ça a été par exemple le fait d'écrire une auteure avec un E, par exemple, ou la ministre pour une femme ministre. Certains, à l'époque, c'était sous Jospin, avaient vu dans ces termes-là une insupportable victoire du terme masculin sur le féminin, et donc c'était rétablir l'équilibre. En fait, c'était des gens qui étaient des ignorants, puisque quand on dit Madame le ministre, ça n'est pas en français le masculin, c'est la trace d'un neutre. Voilà. Et d'ailleurs, moi, quand je vois des mères femmes, il y a beaucoup de femmes mères qui préfèrent qu'on les appelle Madame le maire plutôt que Madame la mère. Bref. En attendant, là, la réforme dont il s'agit, il y a à boire et à manger. Les journaux ont fait des raccourcis saisissants, notamment sur l'accent circonflexe. Si j'ai bien compris, on n'y comprend plus rien, en fait. Parce que semble-t-il que cet accent circonflexe sera supprimé dans certains cas, par exemple dans le mot goût, avoir du goût. Parce que c'est vrai que là, l'accent circonflexe, a priori, ne sert à rien. Mais je vais revenir sur cette notion d'utilité. Mais en revanche, on maintiendrait l'accent circonflexe là où il faudrait lever des ambiguïtés
Voilà, parce que c'est pas la même chose quand on dit je suis sûr de quelque chose, c'est d'être assuré. Donc là, on laisserait l'accent circonflexe. Ou dire je suis sur une chaise, et là, ça resterait sans accent circonflexe. Je suis même pas sûr d'avoir très très bien compris d'ailleurs le schéma de cette réforme. Moi, ce que je n'aime pas trop là-dedans, c'est l'idéologie qui se cache derrière. L'idéologie qui se cache derrière, qui consiste à faire croire qu'on va améliorer l'alphabétisme, l'alphabétisation, en simplifiant ce genre de choses. Parce que, bien sûr qu'il y a des choses qui parfois sont un peu illogiques, mais l'illogisme fait partie de la vie. Et puis, on touche à des symboles, on touche à des identités, on touche à des choses comme ça. L'expérience a montré que ce sont souvent des régimes totalitaires, d'ailleurs, qui ont voulu, au forceps, simplifier l'écriture. Par exemple, c'est sous la Chine de Mao qu'il a été un jour décidé de simplifier un certain nombre de caractères de l'écriture chinoise, de telle sorte que désormais, vous avez l'écriture chinoise telle qu'elle est utilisée en Chine continentale n'est pas exactement la même que l'écriture chinoise restée fidèle à la tradition telle qu'elle est utilisée à Taïwan ou telle qu'elle est utilisée au Japon. Pendant que je parle d'ailleurs de la Chine et de Taïwan et du Japon, je voudrais insister sur quelque chose qui doit prêter à réflexion et que mes auditeurs ils devraient songer. Il y a, dans la langue française, dans notre alphabet, il y a 26 lettres. Il y a des signes diacritiques, comme on dit, c'est-à-dire des accents. Il y a même d'ailleurs des signes en langue française, par exemple la cédille sous le C, j'y suis assez attaché compte tenu de mon prénom, la cédille sous le C qui n'existe que dans la langue française, ou à peu près. Il y a d'autres langues où il y a le haut barré, comme dans les langues scandinaves, ce genre de choses. Bien. Mais globalement, on peut dire que pour écrire une lettre, il faut connaître 2 à 3 tracés séquentiels, comme on dit, c'est-à-dire pour écrire un A, dans un premier trait, un deuxième trait, un troisième trait, quand c'est écrit en minuscule. Et quand c'est écrit en majuscule, il faut à peu près 3 traits également, mais il faut les écrire dans l'ordre. Le A, vous ne l'écrivez pas en commençant par la fin, vous le commencez par le début. C'est ce qu'on apprend quand on est tout petit. Donc, il y a une moyenne de 3 tracés séquentiels, 26 lettres de l'alphabet. Vous saupoudrez ça avec les accents, ça veut dire que pour apprendre à écrire en français, il faut connaître à peu près 3 fois 26, plus les accents et tout, disons 80, 90 tracés séquentiels pour apprendre à écrire en minuscules. Si on y ajoute les majuscules, ça va faire, disons 180 tracés séquentiels. Mais maintenant, pour les Chinois, c'est tout à fait autre chose, puisque la langue chinoise se compose de caractères qui sont des idéogrammes, et qui doivent être écrits dans un sens très particulier. Vous ne pouvez pas commencer un idéogramme n'importe comment. Je le dis avec une certaine expérience, puisque moi-même, quand j'avais 24 ans, j'ai vécu pendant 1 an et demi au Japon. Le Japon, la langue japonaise, l'écriture japonaise a emprunté au chinois tous les caractères chinois et y a ajouté des syllabaires spécifiquement japonais, qui sont les hiragana, et qui transcrivent les mots de la syntaxe japonaise, et les katakana, qui transcrivent les mots d'origine étrangère. Eh bien, en moyenne, pour écrire un caractère chinois, il faut connaître, en moyenne, il y a certains caractères qui font 1 ou 2 traits, mais il y en a d'autres qui font 25 tracés séquentiels. En gros, il faut en connaître à peu près 12 tracés séquentiels par caractère. Et pour lire un journal, en Chine, paraît-il que la réglementation fixe un maximum de 1850 caractères, le nombre de caractères utilisés par les journaux en moyenne. Ça veut donc dire qu'en moyenne, on peut lire un journal chinois quand on connaît 1850 caractères. Alors faites un tout petit calcul très simple. 1850 caractères multipliés par 12 tracés séquentiels, ça fait en gros quelque chose comme 20 000 tracés séquentiels à connaître. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que la langue chinoise, l'écriture chinoise et les ramifications, puisque à Taïwan, au Japon, on utilise la même écriture, on utilise un petit peu quelques caractères en coréen, mais l'écriture chinoise est donc l'écriture la plus complexe du monde, et il faut connaître à peu près 20 000 tracés séquentiels pour apprendre à écrire le chinois, alors qu'en français, il faut en connaître, disons 200, c'est-à-dire 1%. Or, il se trouve qu'actuellement sortent du système scolaire en Chine ou au Japon des dizaines de millions d'étudiants ou de lycéens ou de collégiens chaque année,
et que le taux d'alphabétisation, alors en Chine, il est peut-être encore un peu plus bas qu'au Japon, mais en Chine, il doit être aux alentours de 95%. Au Japon, il doit flirter avec les 99% de taux d'alphabétisation. Moi, je me rappelle avoir vu des statistiques qui montrent qu'en France, au sortir du collège, on a jusqu'à 40% des élèves qui ont des difficultés à lire et à écrire en français, alors même que le nombre de tracés séquentiels est 1% de celui nécessaire pour écrire le chinois. Voilà, c'est ainsi quand on replace en perspective, et dans une perspective planétaire et mondiale, en prenant en compte les autres civilisations. J'aime beaucoup à le faire, et c'est d'ailleurs une des particularités de notre mouvement. C'est de regarder, non pas de limiter notre périmètre d'observation ni à la France, ni à la fameuse Union européenne, mais de regarder le monde d'aujourd'hui, le monde tel qu'il est. Eh bien, nous avons un problème. Le problème, c'est qu'il n'est pas normal qu'on considère qu'apprendre 26 lettres, ce soit déjà trop compliqué. Voilà. Il n'est pas normal qu'on considère qu'il faille simplifier et simplifier encore pour favoriser l'alphabétisation, parce que l'expérience montre, ce que l'on regarde sur le reste du monde montre que c'est faux. Je ne suis pas là pour vanter les charmes de l'écriture chinoise. Elle a des inconvénients. L'extrême longueur. Pour apprendre à écrire le chinois, il faut compter à peu près, commencer à 3-4 ans, se terminer vers 14-15 ans. D'ailleurs, on n'a jamais terminé. Les lettrés continuent jusqu'à un âge très avancé à apprendre des nouveaux caractères. En gros, il faut une dizaine d'années pour apprendre à écrire la langue chinoise. Donc ça, c'est quand même un véritable handicap. Mais c'est une écriture qui a aussi des avantages. Elle favorise, par exemple, la mémoire. Elle favorise de façon considérable le sens de la précision et du détail qui manque souvent à nos langues. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je trouve que le fait d'avoir un accent circonflexe sur le goût, sur le ou du mot goût, outre que ça correspond à une tradition ancienne, eh bien, c'est un souci de la précision qu'il est important d'inculquer aux jeunes générations, me semble-t-il. En attendant, je ne suis pas sûr que ce genre d'information soit par ailleurs très opportune dans le cadre de la France d'aujourd'hui. Ce qui taraude en ce moment les Français, ce qui les inquiète, ce qui les angoisse, c'est qu'ils ont le sentiment de ne plus se reconnaître dans leur propre pays. Dans ces conditions, je considère que lancer ce genre de réforme s'apparente un peu à une provocation ou, comme le disent les Chinois avec une expression que j'aime bien, faire de l'irrigation en période de crue. On n'avait pas besoin, en plus de ça, de donner aux Français le sentiment qu'on commence à démolir la langue française. Avez-vous regardé l'intervention de Marine Le Pen sur TF1 ? Oui, j'ai regardé l'intervention de Madame Le Pen sur TF1 20h lundi. Je constate qu'elle avait dit qu'elle allait être à la diète médiatique. Elle commence par un TF1 20h. J'aimerais avoir ce genre de diète, puisque je rappelle que moi, je ne suis jamais passé sur TF1, même pas à TF1 3h du matin. Bon. Donc Madame Le Pen est passée sur TF1. Alors je dois avouer que je lui suis quand même assez reconnaissant, parce qu'il faut reconnaître qu'elle nous a appris quelque chose qui est quand même tout à fait significatif et important. Elle a reconnu devant des millions de téléspectateurs, elle a insisté même sur le fait qu'elle n'avait jamais proposé de sortir de l'Union européenne ni de l'euro. Le journaliste, d'ailleurs, un peu éberlué, a reposé la question et elle a protesté de sa bonne foi. En d'autres termes, Madame Le Pen, finalement, vient d'avaliser ce que l'UPR dit depuis maintenant des années, à savoir que le Front National n'a jamais proposé de sortir de l'Union européenne ni de l'euro. Si vous êtes candidate, et donc par hypothèse, c'est une hypothèse, élue et présidente de la République, que feriez-vous concernant l'euro ? Jusqu'à il y a peu, vous disiez le préambule à toute action efficace, c'est de sortir immédiatement la France de l'euro. Vous avez changé d'avis en disant que vous organiseriez un référendum au bout de quelques mois. Où en êtes-vous ? Allons-nous, si vous êtes présidente de la République, sortir in petto de l'euro ? Il n'a jamais été question de cela, monsieur. Jamais. Ah, si. Jamais. Il y a plus de 4 ans, et c'était dans mon projet présidentiel d'ailleurs, que j'ai indiqué de la manière la plus claire qui soit que j'entrerai en négociation avec l'Union européenne. Voilà, c'est aussi simple que ça, elle l'a dit. Voilà, c'est donc du coup, on va terminer
notre jeu concours. Vous savez que j'avais proposé un jeu concours qui consistait à envoyer une caisse de 6 bouteilles de champagne à quiconque trouverait une profession de foi de Madame Le Pen ou une déclaration écrite qui proposait la sortie de l'Union européenne et de l'euro. Madame Le Pen nous a expliqué que ça n'était pas le cas. Alors, par ailleurs, elle s'est livré un numéro que j'ai trouvé assez marrant. Enfin, on voit bien qu'il y avait derrière des conseillers en communication qui lui avaient tout soufflé. Elle s'est livrée un numéro d'une série de mensonges les uns après les autres, sous couvert de dire la vérité. Ça, c'était quand même assez extraordinaire. C'est qu'elle s'est présentée comme étant la candidate de la vérité, la courageuse, celle qui osait dire les choses, etc., etc. Et qu'est-ce qu'elle a proposé au définitif ? Elle a proposé tout simplement une autre Europe. Elle a proposé de renégocier les traités. Elle s'est d'ailleurs prévalue de l'exemple britannique, ce qui est quand même assez fort de café, puisque, au cas où elle ne le serait pas, le Royaume-Uni n'est ni dans l'espace Schengen, ni dans l'euro. Et par ailleurs, les Britanniques ne veulent à aucun prix sortir de l'OTAN. Que j'entrerai en négociation avec l'Union européenne. Tiens, c'est exactement ce qu'est en train de faire la Grande-Bretagne, je vous signale, qui d'ailleurs organise un référendum pour ou contre la sortie de l'Union européenne. Donc l'idée, c'est la négociation sur 4 sujets essentiels, la souveraineté économique, dont la souveraineté bancaire, la souveraineté territoriale, c'est Schengen, c'est la souveraineté législative, est-ce que les lois votées par les Français, parce qu'ils le veulent, sont supérieures en autorité aux directives européennes, et enfin la souveraineté monétaire. Donc en réalité, elle s'est prévalue des renégociations britanniques, mais qui se déroulent dans un cadre tout à fait différent de ce qu'est le cadre français. M. Cameron n'a pas demandé de réforme de l'euro, de la gestion de l'euro, puisqu'il ne fait pas partie, le Royaume-Uni ne fait pas partie de l'euro. Il n'a pas non plus demandé extraordinairement de réformes de Schengen, puisque le Royaume-Uni ne fait pas partie de Schengen. Il a simplement demandé des réformes sur la libre circulation au sein des pays de l'Union européenne. Je signale d'ailleurs à Mme Le Pen, qui ne le sait pas forcément, c'est que les maigres réformes de l'Union européenne que M. Cameron a obtenues sont en fait assez limitées. Elles sont même assez ridicules, de telle sorte d'ailleurs que l'opposition britannique ne cesse d'enfler à la participation du Royaume-Uni à l'Union européenne. Un dernier sondage a montré que les partisans de la sortie de l'Union européenne ont encore grimpé. Et pour s'en tenir aux seules personnes qui ont exprimé un avis, il y a encore environ une vingtaine de pourcents de Britanniques qui n'ont pas formulé d'avis lors du dernier sondage, mais pour s'en tenir à ceux qui ont formulé un avis, les partisans du Brexit, comme on dit, c'est-à-dire de la sortie de la Grande-Bretagne, seraient désormais 56%. Mais ce que Mme Le Pen a fait, c'est un enfumage extraordinaire, puisqu'elle a dit renégocier, mais renégocier quoi donc ? Qu'est-ce qu'elle veut renégocier, Mme Le Pen, si ce n'est qu'un meilleur contrôle aux frontières, si ce n'est que, je ne sais pas d'ailleurs, personne ne le sait. Elle a dit courage, voilà, je suis courageux, je dis la vérité. Les autres proposent des choses qui ne sont pas applicables, mais qu'est-ce qu'elle propose, elle ? Je rappelle que toute réforme des traités européens doit être avalisée à l'unanimité. Voilà. C'est-à-dire qu'elle aura toujours le refus. Par exemple, elle a parlé à un moment des banques, voilà, qui elle voulait s'attaquer aux banques, mais il est bien évident que jamais le Royaume-Uni, s'il reste dans l'Union européenne, mais en tout cas les Pays-Bas, le Luxembourg ou l'Allemagne n'accepteront une réforme des banques qui irait dans le sens de ce que souhaite Madame Le Pen. Donc en réalité, elle propose une fausse sortie. Alors, j'ai entendu sur Radio Courtoisie un débat où il y avait plusieurs personnes, avec M. de Lesquen, M. Le Gallou, etc. Et tout ce monde disait que finalement c'était beaucoup plus intelligent, en gros, que nous, que l'UPR, puisqu'en fait c'est avancé masqué, c'est parce qu'en fait on va y arriver, parce que ça fait trop peur aux gens de dire qu'on va sortir de l'euro, donc on va sortir mais sans leur dire, etc. Tout ça, c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Pour deux choses. La première, c'est qu'un parti politique, ça ne consiste pas à être nécessairement de l'avis dominant. Pourquoi ? Parce que l'avis dominant, il est actuellement formaté par les grands médias. Une des grandes différences, par exemple, une des nombreuses différences, entre l'UPR et le Front National, c'est que l'UPR, contre vents et marées, explique aux Français pourquoi il est si important de sortir de l'euro.
On leur explique qu'il ne faut pas qu'ils aient peur, que les peurs qu'ils ont, qu'ils éprouvent, ce sont tous les grands médias du système qui les leur mettent dans la tête. Mais donc, on leur explique et on les prend comme pour des gens intelligents, on leur donne le maximum d'informations sur le sujet. Alors que le Front National, finalement, ma foi, se contente de dire oui, la majorité des Français a peur de l'euro, donc on va rester dans l'euro. J'ai d'ailleurs vu que mademoiselle Marion Maréchal Le Pen, dans le journal Le Point, il y a quelques jours, a dit que la sortie de l'euro n'était plus du tout d'actualité, que c'était reporté au calendes. Voilà, elle s'est d'ailleurs, si j'ai bien compris, fâchée avec monsieur Philippot ou autre. Voilà. Donc ça veut dire que sur ce sujet aussi capital, qui est celui de la souveraineté monétaire, comme l'a dit Mme Le Pen, d'ailleurs elle l'avait oublié, il a fallu qu'elle lise le papier qu'elle avait sous le nez. Sur ce sujet aussi capital que la souveraineté monétaire, Mme Le Pen a dit on va reprendre notre souveraineté monétaire, mais ça c'est ce qu'elle a dit, mais elle n'a pas dit comment elle allait le faire, puisqu'au contraire, elle n'entend pas sortir de l'euro, ni sortir de l'Union européenne, elle a tout simplement proposé une autre Europe, j'allais dire, comme tout le monde. En quoi d'ailleurs ça prouve qu'elle est d'une grande incompétence, comme d'ailleurs les gens qui sont autour d'elle. On voit d'ailleurs qu'elle vient d'avoir recours à un nouveau venu, un monsieur, paraît-il, qui vient de chez L'Oréal, où il était à la direction du marketing. Alors on l'a vu là sur TF1, il a parlé marketing, ou marchéage, ou mercatique, comme je disais tout à l'heure. Et il a parlé marketing, il a dit que voilà, il fallait maintenant que Mme Le Pen soit vendue comme un produit. Marine est en quelque sorte en train de faire une étude de marché. Et à cette étude de marché, il faudra apporter des bonnes solutions de manière à ce que nous ayons le produit parfaitement adapté aux attentes du consommateur. Alors de fait, effectivement, c'est ce qui s'est passé. Vous avez vu son discours, elle avait bien appris, donc il y en a eu pour tout le monde. Elle a dit le mot écologie, elle a prononcé le mot écologie, elle n'a rien dit d'autre, hein. Mais c'est très facile de faire ça. Hein. Moi aussi, je pourrais dire, voilà, l'UPR, ce souci de l'écologie, des retraites, et puis également du bien-être, et puis évidemment, il faut absolument améliorer l'éducation, et puis n'oublions pas également les personnes âgées et les handicapés. Voilà, ça c'est typiquement ce que font les techniques de marketing, donc tout le monde entend et puis dit « Ah, ça y est, il a pensé à moi ». Mais ça, c'est exactement ce que nous ne voulons pas faire, parce que ça s'appelle prendre des gens pour des imbéciles. Nous prenons les Français qui n'en peuvent plus d'être manipulés. Nous, on les prend pour des gens sérieux, des gens qui peuvent comprendre. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour vous manipuler et pour lancer un mot comme ça, comme on lance un os à ronger. Je suis là pour vous expliquer que Mme Le Pen a menti effrontément. Elle a recours à un homme de marketing. Je me demande d'ailleurs ce que M. Jeanlin, je ne sais pas comment, qui vient de L'Oréal, comme maintenant secrétaire général, je suppose que ça ne doit pas faire trop plaisir aux personnes qui étaient en place. J'aimerais savoir ce que M. Philippot pense de l'arrivée de ce monsieur marketing de L'Oréal. Tout ça n'est pas sérieux. La seule vraie chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que Mme Le Pen a confirmé qu'il était hors de question de sortir de l'Union européenne et de l'euro, mais simplement de le réformer, donc bref, d'y rester. Voilà. Elle a donc confirmé les analyses de l'UPR, et puis accessoirement, en laissant entendre qu'elle allait réformer l'euro, elle ne savait pas de quoi elle parlait. Elle ne sait d'ailleurs pas de quoi elle parle, ni elle ni son entourage, parce qu'en fait, la situation de l'euro est de nouveau, secrètement, en train de s'aggraver. Et en quoi la situation s'aggrave-t-elle ? Ah! Eh bien, la situation s'aggrave. Personne n'en parle. Mais nous venons de mettre en ligne un article de Vincent Brousseau, notre responsable des questions monétaires et de l'euro, qui, comme vous le savez, a passé de nombreuses années à la Banque centrale européenne à Francfort, et en particulier à la fin de son activité à la BCE, dans le sein des saints du service de la politique monétaire. Alors la situation de l'euro s'aggrave. Pourquoi ? Eh bien, je renvoie les gens qui m'écoutent à la conférence que j'ai faite, qui est en ligne, qui s'appelle « La tragédie de l'euro », où je leur explique le drame que constitue le système Target. Ah oui, c'est évidemment un petit peu compliqué. Ça, c'est vrai que c'est un tout petit peu plus compliqué que de faire du Le Pen, ou de faire du Sarkozy, ou du Juppé, ou je sais pas quoi. Ah oui, paraît-il que M. Juppé, c'est un nouveau truc de campagne, il a décidé de se mettre des chemises à carreaux, des chemisettes, paraît-il que ça fait jeune. Bon. Nous, on n'en est pas là. Nous, on en est en train d'expliquer aux Français ce qui se passe vraiment avec l'euro. C'est autre chose.
Donc je vous renvoie à la conférence que j'avais faite. J'avais montré qu'il y a, en gros, la zone euro est comme une espèce de malade qui souffrirait d'une maladie incurable, c'est-à-dire que le sang quitterait toujours en permanence, se retirerait des extrémités des membres pour envahir la tête, de telle sorte que ce malade mourrait de congestion avec tout le sang ayant reflué à la tête et au risque d'avoir une hémorragie cérébrale et des membres glacés. Eh bien, c'est toujours vrai. Ça se mesure par le système que l'on appelle Target, c'est-à-dire qui mesure les évolutions, les soldes des balances des paiements entre les pays de la zone euro. En gros, il faut savoir que l'argent qui circule dans les pays du Sud vient se replacer de façon considérable vers les pays du Nord et tout spécialement en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Finlande. Et pourquoi ça? Pour deux raisons. D'abord, à cause des grands excédents commerciaux allemands, y compris par rapport à ses partenaires au sein de l'Union européenne. Ça se traduit donc par un afflux d'argent de ces pays du Sud. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a toujours des spéculateurs ou toujours des grandes fortunes, que ce soit des particuliers ou des grandes entreprises, qui savent qu'en cas d'explosion de l'euro, il vaut beaucoup mieux avoir placé son argent en Allemagne que de les avoir à Madrid, enfin en Espagne, en Italie ou en Grèce. Pourquoi? Mais parce que si l'euro explose, l'argent qui sera détenu dans une banque en Allemagne deviendra ipso facto, sera converti, ou même plutôt ipso iure, sera converti en Deutsche Mark, dans le nouveau Deutsche Mark, alors que si vous avez cet argent en Grèce ou en Espagne, ça deviendra des DRAC ou ça deviendra des pesetas. Alors pourquoi est-ce que j'insiste sur ces évolutions? C'est parce que j'avais montré dans la conférence que je citais qu'on avait assisté à partir, disons, d'environ 2009-2010, au début d'une divergence extraordinaire, avec donc un afflux d'argent des pays du Sud vers les pays du Nord. Ce qui s'est passé depuis maintenant 1 an ou 2, avec notamment le règlement de la crise chypriote, le règlement de la crise grecque, puis toutes les mesures qui ont été prises, des mesures colossales qui ont été prises, d'une importance financière très, très grande, et qui ont été prises par la Banque centrale européenne pour essayer de casser cette fatalité, notamment en faisant du quantitative easing, en prêtant de l'argent en veux-tu, en voilà aux pays du Sud, eh bien, ceci avait permis de casser un petit peu l'évolution que je citais, et donc les deux branches du système Target avaient eu tendance légèrement à se rapprocher. En gros, ça voulait dire que le solde positif des pays du Nord, des 4 pays que j'ai cités, commençait à diminuer un petit peu par rapport aux pays du Sud. Eh bien, ce que l'on vient de voir, et ce que nous a montré l'article de Vincent Brousseau, c'est que désormais, depuis maintenant quelques 2-3 mois, c'est reparti dans l'autre sens. C'est-à-dire que désormais, on se rend compte que l'évolution divergente continue à s'aggraver et que l'affaire grecque, l'affaire chypriote, le règlement de toutes ces opérations qui a donné un temps le sentiment d'avoir réglé la question n'a rien réglé du tout et que imperturbablement, inexorablement, la divergence entre les pays du Nord et les pays du Sud s'aggrave. C'est dû fondamentalement au fait que ce ne sont pas les mêmes peuples et c'est dû fondamentalement au fait qu'il n'y a ni le même tissu industriel, ni les mêmes évolutions de compétitivité entre le Nord et le Sud. Alors, qu'est-ce qu'il faut en tirer comme conclusion? La conclusion, personne n'en parle, sauf l'UPR. L'UPR a montré qu'il y a maintenant dans les cartons, dans les projets, des projets complètement liberticides, pour nos libertés de démocratie. C'est-à-dire le vol de notre démocratie budgétaire. C'est-à-dire que désormais, le budget serait fixé, c'est en tout cas la proposition d'un européiste grantin qui s'appelle M. Duff. C'est presque une tête d'œuf. C'est M. Duff, qui est un Britannique et qui nous a gratifié d'un projet qui consistait en fait à prendre la souveraineté monétaire, la souveraineté budgétaire, de l'ensemble des pays de la zone euro. Et puis on apprenait aujourd'hui même l'étage numéro 2, c'est qu'on voit que M. Weinmann d'un côté, M. Villeroy de Galhau de l'autre, c'est-à-dire le président de la Bundesbank
allemande et le président de la Banque de France en France viennent de lancer une espèce comment dirais-je, de ballon d'essai où ils proposent la création de rien moins que d'une banque centrale franco-allemande ou une banque centrale de l'Union européenne. C'est encore une fois un hommage d'ailleurs à la sagacité et à la pertinence des analyses de l'UPA, puisque nous sommes le seul mouvement politique à avoir fait remarquer qu'il n'y avait pas de banque centrale européenne. La BCE, plus exactement, il y avait une banque centrale européenne, mais ça n'était pas une banque centrale unique. Et nous avons dit, et j'ai répété depuis des années, qu'il y avait eu le maintien de la Banque de France et le maintien de la Bundesbank. Alors il faut bien comprendre, et je sais que c'est un peu technique, mais il faut bien comprendre que les évolutions actuellement en cours montrent premièrement que l'euro décidément n'est pas viable, deuxièmement que les élites européistes ne veulent pas l'admettre, troisièmement que comme ils ne veulent pas l'admettre, ils veulent forcer le destin en supprimant éventuellement à terme la Banque de France, la Bundesbank, en supprimant à terme notre démocratie avec ce qui est la base même de la démocratie, c'est-à-dire le vote du budget. Nous avons des élites qui sont en train de perdre la tête et qui sont en train de foncer dans le mur. Quelle est l'actualité européenne ? L'actualité européenne, elle est profuse. Il y a beaucoup de choses, comme d'habitude. Je citerai trois sujets, peut-être. Premièrement, le sujet autrichien. J'ai publié sur la page Facebook, j'y renvoie les lecteurs, j'ai publié sur la page Facebook un lien qui mène vers une vidéo qui a été réalisée par un site internet et qui est proche de ce mouvement d'opinion qui s'est développé en Autriche et qui réclamait, on peut parler à l'imparfait maintenant, un référendum pour la sortie de l'Autriche de l'Union européenne. C'était une initiative citoyenne, dégagée de tout parti politique d'ailleurs, et qui avait été lancée à l'autrichienne, par le bouche à oreille, et puis sur les marchés, les gens faisaient signer une pétition. Parce qu'en Autriche, si on dépasse, je crois, 200 000 citoyens, eh bien, une pétition qui dépasse 200 000 signatures, les signatures devant être dûment enregistrées dans la mairie de l'endroit où l'on habite pour éviter la triche. Et bien, si une pétition reçoit 200 000 signatures, il y a obligation au Parlement de Vienne d'examiner le projet de référendum. Alors ça distingue ça l'Autriche de la Suisse, puisqu'en Suisse, lorsque une pétition dépasse un certain seuil, que je crois est inférieur, qui est, je crois, de 100 000 citoyens, à ce moment-là, le déclenchement du référendum est obligatoire. En Autriche, le seuil est un peu au-dessus et le déclenchement n'est pas obligatoire. Le déclenchement est soumis à l'approbation du Parlement. En France, c'est encore pire, puisqu'en France, il n'y a rien du tout. Bon, en gros. Donc, mais évidemment, en Autriche, eh bien, se soumet le référendum à l'approbation des grands partis politiques et de leurs députés. Alors, j'ai signalé ça à nos adhérents, nos sympathisants, parce que cette pétition avait obtenu plus de 264 000, je crois, signatures, c'est-à-dire très largement supérieure à ce qui était nécessaire, pour obtenir qu'un référendum soit organisé en Autriche sur la sortie de l'Union européenne. C'est un mouvement citoyen qui présente beaucoup d'analogies avec l'UPR, puisque d'ailleurs les analyses qu'ils font vont tout à fait dans le même sens que les nôtres. Ils dénoncent la fin de la démocratie, la fin de la souveraineté, la mainmise complète des États-Unis d'Amérique sur le processus de construction européenne. Donc je signale à M. Rudi Reichstadt et à Mlle Guyet de nous faire donc un topo pour se scandaliser du complotisme des 260 000 citoyens autrichiens. Et donc nous avions ici un mouvement citoyen, ça faisait quand même plus de 4,1% de la population des électeurs autrichiens qui s'étaient manifestés. Et alors ce que l'on a vu, eh bien, c'est que tout simplement les députés ont rejeté, les députés de l'équivalent local des Républicains et du PS, la droite et la gauche européistes, et qui sont évidemment là comme ailleurs majoritaires, eh bien ils ont rejeté le référendum. Voilà, ils ont dit que non. Voilà, il y a eu à peu près aucune explication. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est quand on voit cette vidéo, de voir à quel point les parlementaires n'ont même pas fait semblant de s'intéresser. Ils étaient là, ils pianotaient sur leur téléphone portable, ils envoyaient des petits SMS à leurs
leur petit ami. Voilà, ils bavardaient, ils partaient à la cafétéria pour aller prendre un café, pendant que ce était à peu près pas débattu cette situation. Alors c'est intéressant de voir parce que ça prouve plusieurs choses. Ça prouve d'une part que la construction européenne c'est bien une prison des peuples. Voilà une procédure totalement démocratique qui a été complètement cassée, avortée par le processus parlementaire. Deuxièmement, ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous verrez cette vidéo, on y apprend bien que les partisans de l'initiative citoyenne ont eu les plus grandes difficultés du monde à faire connaître leur pétition. Il n'en a jamais été question dans aucun des grands médias. S'il n'en avait été question près des grands médias, ça n'est pas 260 000 Autrichiens qui auraient signé. Il y aurait peut-être eu 2 600 000 Autrichiens qui auraient signé. Mais malheureusement, c'est comme l'UPR, beaucoup d'Autrichiens n'étaient pas au courant. Voilà. Et ça prouve d'ailleurs au passage que nous avons parfois un certain nombre d'aimables critiques qui nous disent que finalement l'UPR se plaindrait des médias mais que nous n'aurions à en prendre qu'à nous parce que nous ne saurions pas nous débrouiller et c'est ça qu'on serait pas bon. Ben non. L'expérience que nous avons en Grèce du mouvement qui s'appelle EPAM, qui propose la sortie de l'Union européenne et de l'euro, qui est blacklisté de tous les médias grecs. Dans le média grec qui, en revanche, promeuvent constamment les néo-nazis de Aube dorée pour faire croire au peuple grec que sortir de l'euro, ça serait être néo-nazi. Nous avons l'exemple d'une autre partie partenaire dans le cadre de la charte d'Athènes que nous avons signée, c'est l'IPU en Finlande. Ben c'est pareil. L'IPU en Finlande, il n'est jamais question d'eux dans les grands médias. Et puis maintenant, on voit cette initiative citoyenne en Autriche. C'est même pas un parti politique, elle a été totalement blacklistée. Ça prouve donc bien que d'à travers toute l'Europe continentale, Royaume-Uni excepté, et puis certains pays scandinaves exceptés, à travers toute l'Europe continentale, c'est une chape de plomb qui est tombée sur le continent européen, qui s'est transformée en prison des peuples. Ça veut dire qu'à travers toute l'Europe continentale, les grands médias, à travers tous les pays, et les grands partis politiques font le silence et l'omerta sur ce qui est en fait la clé, la solution de nos problèmes à tous, c'est de sortir de cette prison des peuples de façon calme, disciplinée, juridiquement impeccable par l'article 50 du traité de l'Union européenne. Donc ça, c'était l'Autriche. Alors, maintenant, pour rester dans l'Union européenne, une information importante que nous avons révélée grâce à un très bon article de Nathalie Emma, qui est une ancienne avocate, qui a donné des cours dans des facultés de droit, et qui est membre de l'UPR, et qui a d'ailleurs été candidate de l'UPR aux élections départementales et aux élections régionales en 2014 et en 2015. Nathalie a fait un très bon article que nous avons publié. Elle est allée regarder le journal officiel pour une loi qui a été donc publiée, la loi du 16 décembre 2015. Vous voyez que c'est donc très récent. Et qui donc a avalisé dans le droit interne français, dans notre projet de loi de finances, et qui a avalisé les décisions qui ont été prises pour les 7 années 2014-2020 en matière budgétaire au sein de l'Union européenne. Alors, je ne vais pas ici redire ce qu'a dit cet article, je vous y renvoie, mais sachez en un mot commençant que les pays qui sont contributeurs nets, c'est-à-dire qui donnent plus d'argent à l'Union européenne qu'ils n'en reçoivent, dont fait partie la France, eh bien la plupart de ces pays ont fini par protester et obtenir de guerre lasse, ils ont fini par obtenir des chèques pour compenser une partie de ce qu'ils versent en trop par rapport à ce qu'ils reçoivent. L'initiateur de tout ça, ça avait été Mme Margaret Thatcher en 1984, qui disait, vous savez, elle tapait comme ça avec son sac à main sur les tables des conseils européens, c'était resté célèbre. Elle s'était rendue odieuse à tout le monde, et notamment à François Mitterrand. Mais enfin, à force de dire « I want my money back », c'est-à-dire « je veux mon argent en retour », elle avait fini par obtenir gain de cause avec ce que l'on a appelé le chèque britannique, c'est-à-dire que tous les ans, eh bien, l'Union européenne, la Commission européenne verse au Royaume-Uni un chèque entre guillemets, enfin c'est des lignes électroniques, de plusieurs milliards d'euros pour diminuer la contribution nette du Royaume-Uni.
Alors, le grand mérite de l'article de Nathalie, c'est de montrer que, d'une part, il n'y a pas que les Britanniques. Ils ont été suivis ensuite par les Allemands, et puis ensuite les Suédois, et puis ensuite les Danois, etc. Donc, de telle sorte que bientôt, il n'y aura plus que les Français qui ne demandent rien. Ça, c'est la première chose, parmi les pays contributeurs nets. Les Néerlandais aussi, j'ai oublié de dire, ils ont aussi leur chèque. Donc il y a un chèque allemand, un chèque néerlandais, un chèque suédois, un chèque danois. Mais le plus beau de l'histoire, c'est que le pays qui paye ces chèques, pas en entier, mais pour une grande partie, ben c'est nous. Ce sont ces cochons de Français. On paye 27% du chèque britannique, 22% du chèque allemand, je crois, etc., etc. Le plus fort de l'histoire, c'est qu'on est quand même le deuxième contributeur net et qu'en termes de comparaison des richesses, nous sommes moins riches, la France est moins riche collectivement que le Royaume-Uni ou que l'Allemagne. Donc le plus beau de toute cette affaire, c'est que nous avons des dirigeants qui n'ont même pas demandé, au moment des négociations, que la France bénéficie aussi d'un chèque, ou en tout cas paye moins, ne paye pas les chèques pour les pays les plus riches. Et ce sont les mêmes qui jouent ainsi avec les milliards d'euros du peuple français, qui sont jetés par la fenêtre. Nous avons des dirigeants qui accepte délibérément que chaque année, la France verse plus de 9 milliards d'euros de plus que ce qu'elle reçoit. Ce sont les mêmes, je l'ai souvent expliqué, mais nous en avons encore une fois la preuve, ce sont les mêmes qui ferment les uns après les autres les petits services publics, une école par-ci, un service hospitalier par-là, une caserne de gendarmerie ici, une caserne de pompiers là, à travers toute la France, et qui laissent se dégrader par ailleurs notre patrimoine, notamment le patrimoine routier, le patrimoine ferroviaire et le patrimoine fluvial par défaut d'entretien, sans parler des monuments historiques. Voilà la situation, c'est un véritable scandale, une trahison des gouvernements français, de l'argent même du peuple français. Et puis pour terminer ce panorama sur les questions européennes, je voudrais insister sur encore deux choses, et qui concernent les relations entre l'Europe et la Russie. Il y a une déclaration qui est quand même assez extraordinaire, mais vraiment, c'est après à écrire avec des lettres de feu. C'est une déclaration 3 étoiles dans le Michelin, vaut le voyage. C'est une déclaration de M. McCain, l'ancien candidat malheureux à la Maison-Blanche contre Obama. M. McCain s'est exprimé il y a quelques jours au sujet des mesures de sanctions prises par l'Union européenne contre la Russie. Vous avez vu que le faisant fonction de président de la République française et puis les gens qui sont autour de lui ont commencé à un petit peu montrer qu'ils étaient quand même pas très contents de ces sanctions contre la Russie qui sont en train de se retourner de façon dramatique contre nous, contre les Européens en général et contre la France et les industries françaises en particulier. Mais le truc extraordinaire, c'est que M. McCain a dit, tel quel, que c'était aux États-Unis de décider quand l'Union européenne lèverait ou non ses sanctions. C'était en réponse aux déclarations. Je crois que M. Macron s'est rendu en Russie, là, il s'est déclaré favorable à la levée des sanctions, etc. Mais M. McCain, qui n'est qu'un sénateur américain parmi 100 autres, M. McCain a il faut reconnaître avec une certaine franchise, hein, il a reconnu comme ça tout simplement, maintenant ce sont les États-Unis qui décideront la levée ou non des sanctions de l'Union européenne contre la Russie. Et comme seule explication, il a dit oui, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le leadership américain. Voilà. Cette information, elle a le mérite de la clarté, du cynisme le plus absolu. Je l'envoie avec un petit cadeau également, une petite faveur. Je l'envoie à M. Rudi Reichstadt et à Mme Guyet, ainsi qu'à Léa Salamé, tous ces gens qui me traitent de conspirationniste et de complotiste. Nous avons encore une fois la énième preuve qu'en réalité, les États-Unis sont derrière. Puis il y en a une N plus unième preuve. La N plus unième preuve, c'est le vote qu'il y a eu au Parlement européen il y a quelques jours pour s'indigner, protester contre la situation des droits de l'homme en Crimée. C'était au sujet de l'Ukraine. Je croyais benoîtement que peut-être ils allaient dire un mot sur ce qui se passe en Ukraine, qui d'ailleurs
a fait l'objet d'une émission de télévision, d'un reportage de M. Moreira qui a été diffusé sur Canal+, qui a fait un peu sensation, puisque pour la première fois sur une télévision française, c'était pas la plus grande, c'était Canal+, pour la première fois sur une télévision française, on avait quand même un semblant, enfin quelque chose qui se rapprochait un peu plus de la réalité que ce que l'on nous avait servi auparavant. D'un seul coup, les Français pouvaient découvrir sur une grande chaîne de télévision, eh bien qu'en Ukraine, le gouvernement ukrainien issu de la révolution de Maïdan, en fait, avait été largement poussé sur les fonds baptismaux par les Américains. Dans ce reportage, il y avait d'ailleurs un petit passage que j'ai goûté en connaisseur, c'est que M. Moreira filmait une réunion qui se tenait à Kiev, où l'on voyait, à un moment, il y avait un plan de coupe, on voyait M. Dominique Strauss-Kahn avec Bernard-Henri Lévy, et dans un autre moment, on voyait à la tribune le général américain Petraeus, dont on le précisait, dont en voix off, que c'était un ancien directeur de la CIA, ce qui est tout à fait exact. Mais il y a eu un plan de coupe qui a juste suivi, que j'ai goûté donc avec un plaisir de gourmet, puisque l'on y voyait le général Petraeus se lever de la tribune et rencontrer quelqu'un que M. Moreira n'a pas nommé devant le public de Canal+, mais que tout le monde peut reconnaître, puisqu'il s'agit tout simplement de José Manuel Barroso, l'ancien président de la Commission européenne, qui était là, et on voit M. Petraeus, le directeur de la CIA, qui tombe quasiment dans les bras de José Manuel Barroso, lequel lui met la papate sur l'épaule, ils se connaissent, enfin bref. En bref, on a eu, ça a duré 2-3 secondes, mais vraiment, je conseille à ceux qui ont l'esprit vif et qui ont l'œil de lynx de regarder, parce que ce bref passage en dit plus long que des centaines de lignes. Hein, comme disait Napoléon, un dessin vaut mieux qu'un long discours. Vous verrez dans ce regard, dans cette connivence entre l'ancien président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, et le général Petraeus, le directeur de la CIA, la confirmation de ce que je disais dans ma conférence sur qui gouverne la France, c'est-à-dire le fait que M. Barroso, en fait, sa carrière a été très largement promue par les services de renseignement américains. Voilà, aussi simplement que ça. Alors, pour terminer cette histoire, il y a donc eu un vote, là, il y a quelques jours, du Parlement européen qui s'est ému. Alors, non pas de la situation des néo-nazis en Ukraine, non pas des alliances avec des néo-nazis, avec Pravi Sector, qui est un mouvement, mais carrément néo-nazi. Enfin, on ne peut pas faire plus néo-nazi que Pravi Sector, avec des portraits d'Adolf Hitler, des saluts hitlériens comme ça, comme s'il en pleuvait. Donc, qui font partie de l'alliance à Kiev que soutient le gouvernement français. Et c'est le grand mérite aussi du reportage de M. Moreira que d'avoir attiré l'attention des téléspectateurs français de Canal+ dessus. Eh bien non, c'est pas de ça que parlait le Parlement européen, et le Parlement européen s'est ému de la situation des droits de l'homme en Crimée, notamment de la minorité tatare. Alors quand j'ai vu ça, je dois avouer que j'ai quand même été assez scandalisé. Je ne suis pas un grand spécialiste de la communauté tatare de Crimée, mais je me rappelle quand même, je connais mes livres d'histoire, que la communauté tatare de Crimée, qui donc est une minorité par rapport au peuplement russe qui a eu lieu à partir de la fin du XVIIIe siècle, lorsque la Crimée a été conquise dans les années 1783, je crois, par la Russie, sous la Grande Catherine. Les Tatars de Crimée ont été submergés par les Russes. Bon. Tatars, ce sont des populations turcophones. Lorsqu'il y a eu l'invasion nazie en Crimée, pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le fameux siège de Sébastopol qui a été un siège héroïque. D'ailleurs, la ville de Sébastopol fait partie de ce que les Russes appellent Garad Girls, c'est-à-dire les villes héros. Eh bien, les Tatars de Crimée, semble-t-il, ont plutôt pactisé avec les nazis contre les soviétiques. En attendant, ça a donné naissance à une exaction du petit père des peuples, puisque le maréchal Staline a décidé de déporter toute la population de Tatars de Crimée
dans l'Oural. Donc ça a fait partie de ces décisions d'une extrême brutalité qui se sont accompagnées de nombreux morts, etc., de Staline. Mais ce qu'il faut savoir quand même, c'est que les Tatars de Crimée, depuis la chute de l'Union soviétique, ont été quand même réhabilités et ont pu venir se réinstaller en Crimée. Et lorsque je suis allé moi-même en Crimée, où j'ai pu constater que globalement il n'y avait absolument aucun trouble et toutes les personnes que nous rencontrions donnaient quand même un sentiment de grande joie de vivre, bien supérieur à ce que j'avais connu en 1985 quand j'étais allé en URSS, eh bien on m'avait montré, par exemple dans la banlieue de Simferopol, des villes nouvelles qui étaient justement des constructions qui avaient été faites pour les Tatars de Crimée. Alors je ne vais pas me hasarder à dire que la situation est absolument merveilleuse. Je ne vais pas me hasarder à dire qu'il n'y a pas de racisme. J'ai cru flairer qu'il y avait un peu de racisme entre les Russes et les Tatars. Tout ça, je ne suis pas encore là, une fois, je ne suis pas là pour défendre la Russie. Je suis là pour témoigner de ce que j'ai vu. Mais quand je vois que le Parlement européen s'est ému de ça, alors qu'il ne dit pas un mot de ce qui se passe en Ukraine, les bras vraiment m'en tombent. Alors j'ai regardé d'un petit peu plus près de quoi il s'agissait. En fait, le Parlement européen s'est inspiré d'un rapport qui a été fait au Conseil de l'Europe par un juriste suisse, je crois, qui s'appelle M. Studman. J'ai regardé le juriste suisse en question, j'ai vu son pédigré. Bon, il a été formé, bien entendu, à Washington. Et il s'est rendu en Crimée. Il a été reçu par l'un des leaders des Tatars de Crimée, M. Ahmet Chitoy, qui se trouve être un des leaders des Tatars qui était en étroite concertation avec le nouveau pouvoir de Kiev, au point tel d'ailleurs que M. Porochenko, le nouveau président ukrainien, entretient avec lui des échanges épistolaires et que ces Tatars de Crimée avaient appelé à voter contre le rattachement de l'Ukraine à la Russie. C'est ce qui explique d'ailleurs que le référendum n'a pas été à 100% pour le rattachement de la Crimée à la Russie. Voilà ce que je voulais dire sur cette affaire, c'est-à-dire que sous couvert de vouloir se retrancher derrière un rapport fait par je ne sais quelle autorité, en définitive, le Parlement européen a avalisé une vision des choses qui a été entièrement concoctée par des officines américaines. Et pour finir, auriez-vous d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder ? Je voudrais redire la grande satisfaction que j'ai de constater que l'UPR se porte bien, et très bien. On a eu à la fin du mois de janvier un petit fléchissement, assez normal à vrai dire, du rythme des adhésions, puisqu'on avait eu un rythme très élevé des adhésions tout au long de l'automne, qui avait culminé juste avant le premier tour des élections régionales. Et puis ensuite, je l'avais dit, on avait baissé, mais on n'avait pas retrouvé le niveau d'avant. On avait un niveau qui était de l'ordre d'une quinzaine d'adhésions par jour. Lors de la deuxième quinzaine de janvier, on avait eu un fléchissement. On est arrivé à 5 à 6 adhésions par jour. Ce qui, il y a encore 2 ans ou 1 an et demi, nous aurait rempli de joie. Maintenant, quand on reçoit 6 adhésions par jour, on tord un petit peu le nez. Et les internautes qui suivent ça sur la page Facebook s'empressent d'ailleurs d'envoyer des messages du style « Qu'est-ce qui se passe ?» Je les rassure parce que depuis le début du mois de février, c'est reparti de façon tout à fait satisfaisante. Depuis le 1er février, entre le 1er et le 7 février, on a fait une moyenne de 12 adhésions par jour. J'en profite pour lancer encore et encore un appel à tous ceux qui m'écoutent pour nous rallier au plus vite. Hein. Maintenant, ceux qui hésitaient encore ont pu constater que le Front National, ça y est, c'est définitif, c'est officiel. Madame Le Pen a dit jamais elle n'avait proposé de sortir de l'Union européenne et de l'euro. Nous sommes donc bien le seul mouvement politique français qui se présente aux élections. Il y a quelques groupuscules qui ne sont pas capables de se présenter aux élections. Mais nous sommes le seul mouvement politique français, qui plus est, qui a dépassé les 10 400 adhérents, et qui proposons de sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ne l'oubliez pas. Donc il faut nous rallier. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que je regarde systématiquement toutes les personnes qui adhèrent. Enfin, je vois les fiches qui arrivent. Et j'ai quand même une grande satisfaction aussi de constater que nous avons vraiment des gens encore une fois, c'est comme d'habitude de tous les horizons, mais
de plus en plus, on voit aussi des responsables maintenant, des responsables de services publics, des cadres supérieurs d'entreprises privées, d'entreprises publiques, des gens qui n'hésitent plus, même quand ils rédigent leur fiche d'adhésion, à entrer dans le détail, à nous dire dans quelle entreprise ils sont. Et également, j'assiste avec un immense plaisir au fait que de plus en plus de gens veulent travailler pour l'UPR et se mobiliser. J'en profite pour ce qui me concerne, ça me laisse un tout petit peu plus de temps libre. J'espère que je vais pouvoir avoir un petit peu de temps libre pour rédiger ce fameux ouvrage, ce fameux livre que l'on me demande à corps et à cri. Mais ceux qui suivent notre page Facebook ont pu constater que depuis quelque temps, j'essaye autant que faire se peut de donner la parole, de laisser s'exprimer un certain nombre de nos cadres, de nos adhérents qui écrivent un article. Voilà. Alors, tous les articles ne passent pas, je les sélectionne, les meilleurs, mais j'ai à cœur de le montrer parce que c'est important. C'est important parce que quand j'ai créé l'UPR, tout le monde a rigolé. Enfin, tout le monde, c'est un grand mot. Mon entourage a rigolé ou m'a traité d'hurluberlu. Et puis après, quand l'UPR a commencé à grimper un petit peu, il y avait des gens qui me disaient avec mépris que c'était un blog, c'était le blog d'Asselineau. Et puis après ça, dans les années 2010, on était un petit groupuscule. Et puis après, dans les années 2012-2013, on a considéré que c'était une secte avec un gourou. J'en ai parlé dans une interview sur News 360X, à laquelle je vous renvoie, où j'ai fait une analyse de ce qu'était un gourou. Et puis maintenant, on a dépassé les 10 000 adhérents, on a tangenté les 1% au niveau national aux élections régionales, ça fait quand même 190 000 électeurs. 190 000 personnes dans une secte, ça fait quand même beaucoup. 190 000 électeurs, c'est aussi 190 000 électeurs, c'est assez difficile quand même pour les grands médias de faire penser que c'est 190 000 abrutis. Bon, moi, on peut me faire penser pour un illuminé, mais 190 000 personnes, ça commence à faire beaucoup. Et puis maintenant, on voit de plus en plus des gens qui ont des fonctions de responsabilité ici ou là, dans différentes activités professionnelles. Et je souhaite de plus en plus les mettre en avant. Je le souhaite d'autant plus que, comme vous le savez, nous comptons bien être présents à l'élection présidentielle de l'année prochaine et aux élections législatives qui suivront. Or, pour être présent aux élections législatives, eh bien, il nous faudra des candidates et des candidats, j'en ai déjà parlé. Je signale à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent, qui sont intéressés par l'UPR, de sauter le pas. Allez-y, sautez le pas, vous n'allez pas en mourir. Personne ne sera là pour, si vous voulez garder votre adhésion secrète, elle restera secrète. Notre base est extrêmement sécurisée, je peux vous le garantir. Mais sauter le pas, pourquoi sauter le pas? Mais parce que je vois beaucoup de gens qui adhèrent. Récemment encore, des gens qui disent « Voilà, je vous suis depuis 2 ans, depuis 3 ans, j'ai jamais adhéré, j'ai jamais fait... » Mais là, je me dis que quand même, eh ben voilà, ils ont sauté le pas. C'est justement parce que de plus en plus de gens sautent le pas que d'un seul coup, ils entrent dans la grande famille UPR, qui nous permettent d'incrémenter notre compteur, qui est extrêmement suivi, qu'ils donnent envie à d'autres de nous rejoindre, que tout ceci procure à notre mouvement un grand dynamisme et nous permet d'espérer que l'année 2016 sera très probablement l'année où nous aurons fait le plus d'adhésions. En tout cas, c'est quand même très bien parti, parce que faire 12 adhésions pendant la première semaine de février, c'est du jamais vu dans l'histoire de l'UPR. Donc, on peut espérer légitimement que cette année va se conclure par plus d'adhésions encore que l'année antérieure, et aussi que tout ceci va nous mener dans une perspective sur laquelle on va revenir, bien entendu, et qui va se clarifier progressivement au cours des mois. Mais je pense que nous allons être, au début de 2017, dans une position politique du plus haut intérêt et extrêmement prometteuse pour notre mouvement.